Nous en étions à ce que défend l'Église, en se référant au serment d'Hippocrate, selon lequel les médecins jurent de ne pas utiliser leur connaissance pour tuer. Selon cette logique, on devrait revenir à l'interdiction de l'avortement, qui est maintenant pratiquement passé dans les mœurs, et considéré par les femmes comme un droit désormais. Oui, mais il y a une grande différence avec la situation antérieure. Autrefois, les avortements étaient marginaux. La GP artisanale en famille, ou l'insémination pour les femmes répugnant à copuler de façon normale, sont des choses qui ont toujours existé, à la fois dans une relative clandestinité et une certaine tolérance dans la mesure où ça se passait discrètement entre proches ou personnes consentantes. La situation a complètement changé en matière d'avortement en particulier. Depuis 1975, contrairement à tous les pronostics, le nombre d'avortements annuels est resté stable, environ 250 000, alors que tout le monde a maintenant accès à la contraception. Et ça, ce n'était pas prévu. C'est un phénomène d'une ampleur qui pose problème. Et en matière d'avortement, il y a un autre phénomène d'une immense envergure qu'on ne perçoit pas. C'est le fait qu'il faut sacrifier énormément d'embryons pour aboutir à un enfant artificiel viable. Entre expérimentation, fécondation in vitro, transport, congélation et décongélation, et satisfaction des demandes des clients qui sont très exigeants sur la qualité du produit sur lequel ils investissent. Entre 10 et 100 embryons sont sacrifiés pour faire un enfant viable, selon la complexité des opérations. Il n'y a pas de FIV, de fécondation in vitro, sans tri, et donc sans un premier fondamental sacrifice. Enfin, je dis qu'il est plus fondamental encore que tous les autres, puisque c'est à la demande, avec le consentement des parents. Donc, il n'y a pas de FIV sans tri, sans sacrifice d'embryon. Estimer qu'on a le droit de vie et de mort sur l'embryon, ce n'est pas normal. Pas plus que l'avortement pour convenance personnelle. C'est déjà sortir des limites de la morale naturelle. Ça ne peut pas être ni innocent ni inoffensif. Il y a des conséquences à long terme que nous n'avons pas encore perçues. La nature se venge toujours, dit la sagesse populaire. Alors on aurait le choix qu'entre la tournure de pensée judaïsante et catho. Ça rejoint la division entre moderne confiant dans le progrès et la capacité humaine à se réguler tout en inventant, et réac nous voulons que le retour vers un passé idéalisé. Pas exactement, il y a quand même beaucoup de passerelles. Mais ce n'est pas un hasard si la résistance la plus cohérente à toutes ces inventions vient du monde chrétien, qui insiste sur l'idée que le péché originel, c'est de prétendre rivaliser avec Dieu, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, dit aussi arbre du bien et du mal, c'est-à-dire de se croire tout permis. Dit en termes psychanalytiques, le pauvre enfant qui vient au monde entre une mère qui l'a vendu, une autre qui l'a acheté, ou bien une femme qui a refusé à l'avance de lui offrir un père et la famille paternelle qui va avec. Cet enfant, il est soumis à des maltraitances très profondes. D'abord, une violation du tabou de l'inceste, puisque ceux qui le font venir au monde en font leur chose, lui refusent toute autonomie originelle, s'autorisent, comme disent les psys, à consommer le fruit défendu. Dit autrement, cet enfant a subi une sorte de circoncision in utero, un geste qui le coupe de la nature, une opération qu'il intégrera un jour dans son psychisme comme le passage par une menace de mort terrible, tout à fait réelle, puisqu'il a été sélectionné parmi ses frères potentiels, embryons et fœtus mis à la poubelle, sans la moindre cérémonie, physiquement anéantis, niés et reniés comme frères en humanité. Il y a chaque fois plus d'autistes, et en particulier chez les enfants de ces manipulations dites biomédicales. Comment pourraient-ils communiquer et s'épanouir alors qu'ils ont été traités comme des fragments, des pièces numérotées, en sursis dans un énorme mécano, s'ils ne voient pas le moyen d'échapper à ce statut dégradant? Alors, les opposants à la PMA ouverte à toutes les femmes disent que la fameuse révision des lois de bioéthique, voulue par les décideurs occultes de nos choix démographiques, débouchera progressivement de fil en aiguille sur la légalisation de toutes ces expérimentations, malgré toutes nos protestations. Que pouvons-nous faire pour limiter les dégâts et freiner sur cette pente fatale? On peut résister de 1000 façons complémentaires, et il faut le faire puisque, effectivement, à chaque modification de nos lois supposées
éthique en matière de bio-recherche, chaque fois ces lois ont constitué un pas en avant pour aller plus loin dans la réfutation de la morale naturelle. Il faut donc résister et on peut le faire de 1000 façons complémentaires. Effectivement, chaque nouvelle invention en matière de droit dans le domaine bioéthique constitue un pas vers d'autres transgressions. C'est donc important de résister. Et on peut le faire de 1000 façons complémentaires. Donc on a dit que nous avons cet inceste qui s'installe contre l'autonomie, la liberté, la dignité de notre descendance. Il y a aussi la réflexion juridique et l'action judiciaire qui s'ensuit. Des procès en cours. Mais les agences qui promeuvent des activités illégales en France s'appuient sur l'extraterritorialité que permet Internet et ça bloque. Mais les juristes françaises font un travail formidable. Certaines à partir d'une structure mentale chrétienne, d'autres pas. Parce que le droit, c'est le respect d'une harmonie naturelle et la mise en œuvre de la raison, et c'est suffisant pour démolir toute la sophistique cynique qui nous encercle. Les procès s'enlisent souvent, même s'ils suscitent des controverses fécondes. Il faudrait donc aller beaucoup plus loin, traquer les grands trafiquants et non pas les simples clients. Quelqu'un comme Doron Mamet, l'Israélien qui a inventé le commerce triangulaire des gamètes. Gamètes nordiques et blancs, embryons fabriqués en Israël, vendus dans le monde entier et dans différentes cliniques de fertilité très pointues, mères porteuses du tiers-monde global, clients solvables du monde entier, et le tout en bafouant les frontières morales, les frontières politiques et les législations nationales. Alors, ce personnage, qui est un génie, selon certains, Doron Mamet, devrait être recherché par Interpol pour crime contre l'humanité, puisqu'il tire profit de la stérilisation de l'humanité, qu'il fait son beurre à partir du massacre d'embryons, aux dépens de la santé de femmes contraintes de se priver de leurs ovocytes ou de louer leur utérus, ce qui accélère l'appauvrissement génétique de l'humanité, la dévastation de notre espèce. Il faut voir le documentaire apologétique de Doron Mamet, Bébé en kit, qui se trouve sur YouTube en accès libre en français, pour bien saisir le caractère impitoyable du personnage. Car l'Inde n'a pas de limite. Pour multiplier ses chances de réussite, le docteur Bakshi propose plusieurs mères porteuses à ses patients. Et chacune d'entre elles peut accueillir jusqu'à 5 embryons. Tout cela pour 20 000 €, soit 5 fois moins cher que ce qui se pratique partout ailleurs dans le monde. Reka porte le bébé d'un couple d'Australiens. Si l'accouchement se passe bien, la jeune femme touchera près de 2 000 €, 3 fois le salaire moyen indien sur une année. 9 bébés, apparemment nés de différentes mères porteuses, mais qui pourtant n'ont qu'un seul père. Un scandale d'enfantement en série qui éclabousse la Thaïlande. L'homme est soupçonné d'avoir eu une dizaine d'enfants avec des mères porteuses dans le but de les revendre à leur naissance. Un véritable projet d'usine à bébés. Identifié grâce à un échantillon d'ADN remis par son avocat à la police thaïlandaise, il n'est autre que le fils d'un milliardaire japonais, fondateur d'une société de télécom. Alors, certains le considèrent comme le génie de l'ubérisation de la planète au même niveau que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Mais les agences de Doron Mamet et les autres émules de sa réflexion ont été chassées de plusieurs pays. Inde, Népal, Thaïlande, Cambodge, pour commencer. Or, c'est lui qui avait aussi développé la propagande en direction des gays. Et à ce titre aussi, en tant que destructeur de l'autorité maternelle et paternelle, il mérite d'être traité en criminel. Et il n'est pas le seul. Les religieux israéliens, tous ces gens qu'on dit orthodoxes, qui se distinguent par un archaïsme systématique, mais qui sont très actifs, très dynamiques pour défendre leur point de vue. Donc ces religieux israéliens sont à la pointe du combat contre le totalitarisme LGBTQX. Ils prennent vraiment au sérieux le mythe de Sodome et Gomorrhe. Ils abhorrent l'idéologie sodomiste. C'est déjà quelque chose de très important pour
bloquer un petit peu la machine qui s'emballe. Oui, d'ailleurs la résistance se renforce au Parlement européen, dans chaque pays, et surtout en France et en Allemagne. La France et l'Allemagne se distinguent par une résistance populaire et intellectuelle, c'est certain. Cette résistance double, elle est très forte parce qu'elle repose sur des valeurs spirituelles très solides, qui dépassent l'affiliation officielle au christianisme. On peut remarquer que les forces obscures qui sous-tendent le gouvernement et beaucoup d'instances internationales, voyant que le forum sur la bioéthique qui vient de se tenir lui a échappé, veut maintenant que nous tombions dans un autre piège, celui des mirages du transhumanisme, pour que nos passions se détournent des questions de procréation artificielle. Or, l'humanité augmentée, ça commence justement par la manipulation génétique des embryons, possible seulement dans le cadre de la marchandisation de ceux-ci. La PMA pour toutes, ce qui est à l'ordre du jour cette année, c'est le déverrouillage de tout le reste. Oui, mais la presse est quand même assez prudente. Elle freine aussi l'extension du délire et l'implantation de la dictature mercantile sur les esprits. Oui, il y a des journaux comme Le Figaro ou Le Parisien qui font du bon travail contrairement à d'autres. Mais on peut craindre que le gouvernement impose au final la libéralisation de ce marché, qui existe pour le moment avec le statut de marché noir, ou bien déguisé dans la nébuleuse étatique de la recherche. La recherche, c'est le premier niveau où on trafique les embryons, il faut les acheter. Et on les achète en Israël très souvent. Tout cela est dans la logique du trafic d'organes. La loi voulue par Sarkozy nous impose maintenant de donner nos organes ou ceux de nos proches en cas d'accident mortel ou de mort bien encadrée à l'hôpital. Cela, combiné avec l'encouragement à l'euthanasie, fait qu'il va y avoir une énorme incitation à mettre nos organes à disposition du pouvoir médical. Et on voudrait que nos gamètes, nos utérus, nos enfants à naître aient le même statut d'organes qu'on peut extraire et transférer de ci de là, morts ou vifs, selon les besoins d'un marché mondial. Nul n'ignore plus que les enfants avortés sont récoltés dans certains hôpitaux pour être revendus en pièces détachées par des organismes très pointus, comme le planning familial aux États-Unis. Avec la libéralisation galopante, bientôt on essaiera de nous habituer à une nouvelle idée. Pour les bébés qui naissent vivants, malgré des tentatives d'avortement, mais affectés d'un handicap. Des bébés qu'on laisse souvent mourir dans les hôpitaux, parce que ça arrange tout le monde. Eh bien, on voudrait bientôt que ces pauvres enfants anormaux servent aussi de banque d'organes. La peine de mort a été abolie, sauf pour les innocents sans défense par définition, nos propres rejetons, dès lors que nous estimons qu'ils ne sont pas dignes de vivre, ou, encore plus grave, qu'ils entrent dans la catégorie des encombrants, méritant un destin de déchets à trier. Tout est lié, et il faut bloquer cette pente fatale sur tous les fronts, bien sûr par la persuasion, pas par la répression. La répression, elle serait complètement contre-productive. C'est la persuasion qu'il faut absolument dynamiser et rendre gagnante. Et donc il y a des raisons d'espérer ? Comme toutes les résistances s'additionnent, et qu'elles viennent de tous les horizons, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Mentionnons l'écologie humaine, un concept dynamisé par le pape lui-même. Les résistances qui viennent du monde catholique produisent des publications et des argumentations remarquables. Et le clergé a maintenant bien compris les enjeux, après avoir été un petit peu en retard d'ailleurs. Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, est à l'offensive. Le meilleur spécialiste de ces questions, Tugdual d'Herville, parfaitement intégré au catholicisme de l'Église, celui qui refuse le fondamentalisme, mais qui veut gérer les problèmes contemporains. Tugdual d'Herville, donc, qui est un scientifique, un médecin de formation, publie avec un énorme succès des livres qui s'adressent à l'intimité de chacun et qui parviennent à chasser les faux-semblants jusque chez les décideurs. Et sa structure Alliance Vita rayonne dans plusieurs pays. On a aussi le travail du cardinal Sarah au Vatican, qui est guinéen et qui fait un travail de titan pour réhabiliter la spiritualité originelle, celle que l'on retrouve de façon tout à fait virginale et puissante en Afrique. La foi en la morale naturelle et les exigences de cette foi. Pour simplifier,
Nous évitons tous de dire dans les instances chrétiennes « c'est un truc juif, l'industrie de la procréation ». Mais on dit sans hésiter, dans certains milieux, c'est les francs-maçons qui veulent prendre le contrôle des âmes. Les féministes ont d'ores et déjà basculé du bon côté, pour ce qui est de la GPA, parce qu'elles ont compris que c'était un outil pour les hommes qui ne veulent pas rendre de compte aux femmes. Là aussi, on a des Israéliennes remarquables à la pointe du combat. L'ex-rabbine Einat Ramon, ou la doyenne du mouvement féministe Isha. Il reste des femmes qui veulent la PMA pour toutes, qui est la négation du père. Mais là, c'est aux hommes de se défendre. Il est temps qu'ils se réveillent et reprennent le contrôle de leur descendance, comme ils commencent à le faire d'ailleurs en ce qui concerne l'avortement. Il y a le mouvement des enfants adoptés qui réclament le droit à connaître leur géniteur. C'est un puissant levier pour la résistance. Et le président Macron en est conscient, il a annoncé qu'il voulait en tenir compte. Espérons que c'est sérieux. Tout récemment, au Portugal, une loi autorisant la GPA en l'encadrant très étroitement, votée en 2017, vient d'être rectifiée par le Sénat. Et le Sénat exige l'interdiction du don anonyme de gamètes, masculins ou féminins. C'est très intéressant, cette rectification qui vient quand même des élites qui nous gouvernent. Avec la facilité d'accès aux tests ADN pour la recherche en paternité, le don de sperme anonyme est condamné, espérons-le, à terme, et c'est très bien. Le don d'ovocytes anonymes, espérons-le, sera bientôt aussi interdit. Autrefois, on vendait ses cheveux et ses dents. C'était un petit commerce de femmes qui vivaient dans la misère. Un progrès, c'est que maintenant, on favorise aussi, non seulement la vente des enfants et des gamètes, l'inceste entre parents proches qui ignorent leur parenté du fait de l'anonymat dans le marché des gamètes. Et ça, c'est une nouvelle plaie, fabriquée par tous ces inventeurs de logique inversée. Une nouvelle plaie inédite. Alors, finalement, il n'y aura pas besoin d'utiliser l'argument qui fâche? Il n'y a pas besoin de souligner toute une tradition juive qui est derrière ce commerce et la continuité des arguments d'origine théologique utilisés par la propagande. Je suis d'accord, c'est souvent superflu et contre-productif. On pourrait mettre l'accent aussi sur la quantité d'escrocs dans le commerce du sperme prétendument anonyme. Et il y a des génies de cette escroquerie qui sont juifs. Mais laissons ce sujet pour le moment, parce que d'insister bien sûr sur tout cela, c'est souvent superflu et contre-productif. D'abord parce que ça paraît choquant, et après on se retrouve stigmatisé inutilement par certains. Mais il est cependant indispensable pour aller plus loin dans la réflexion, de prendre conscience, oui, que la légalisation de toute expérience hasardeuse sur l'humanité, c'est un truc juif, indissociable du projet de libéralisme sans frontières, dit en termes modernes mondialisme, c'est-à-dire marchandisation forcenée. Ce n'est pas seulement un truc d'un cynisme épouvantable déguisé en miracle caritatif. Heureusement, il y a de la résistance aussi en Israël, comme dans les milieux homosexuels, pourtant tellement encouragés par l'Israël global. La conscience n'est pas facile à éradiquer, elle est présente au fond de chaque être humain. Et nombreux sont les pionniers dans la recherche en procréatique, couverts de gloire pour cela il y a 20 ans à peu près, qui maintenant se repentent, comme le docteur Friedman, hésitant de fait, tiraillé en profondeur, mais surtout le docteur Testard, qui publie des livres importants et qui est véhément contre la tyrannie médicale. Des voix féministes, écologiques et des voix religieuses s'élèvent, et elles convergent toujours, comme ça se passe en France, pas seulement en France. Alors pour les uns, c'est l'apologie des sodomites qui fait problème. Pour les autres, le massacre des innocents. Pour d'autres encore, l'avilissement du statut de la mère. Mais il y a partout un réveil de la conscience. Sans parler de la résistance populaire, d'origine instinctive, dirions-nous, ou bien spirituelle, traditionnelle, qui découle de l'instinct de survie, de tous les gens pauvres, affamés, vraiment
tout le temps en danger tout au long de leur vie, qui se savent menacés d'éradication, parce que les riches veulent leur peau, leur tripe, leur voler leurs enfants et leur âme, de gré ou de force. Et ça a toujours été comme ça. Hier on fêtait le centenaire de la naissance de Marx. Bon, Marx et tout le mouvement communiste ont insisté là-dessus. Tout le monde l'a toujours su, il ne faut pas le nier. Alors, comme le dit Israël Shamir, il y a donc un basculement, quelque chose de souterrain, mais qui a la profondeur d'un changement de paradigme dans la conscience occidentale? Je le crois. On peut certainement dire que le changement de civilisation que Christiane Taubira a voulu nous imposer, ce changement de civilisation, bon, le terme paraît couvrir des choses énormes et c'est justifié. Mais c'est un terme aussi qui a un effet boomerang. Il ramène les gens vers le réel. On revient donc à une spiritualité saine. J'ai malheureusement peur d'un groupe de gens qu'on appelle ici les identitaires. Ces gens qui veulent défendre les blancs par-dessus tout. Bon, pourquoi pas au fond? Eh bien, ils vont soutenir la fabrication d'enfants blancs par tous les moyens, s'ils sont logiques. Ils sont donc triplement dangereux, par leur cynisme, leur mépris des autres et leurs projets. Pour résister ensemble, non plus dans une posture défensive, mais en étant à l'offensive. Ce qui nous manque, pour le moment, ce sont des bannières et une image sacrée. Des choses qui produisent le ralliement. Or, cette image sacrée, elle existe. Il faut faire redécouvrir la puissance de l'image la plus belle de nos musées, de nos églises, de notre histoire de l'art, celle de la Sainte Vierge, Mère de Dieu. Image que refusent les protestants et les juifs, officiellement, au nom du rationalisme. Mais image qui est infiniment nécessaire à notre équilibre, à notre fécondité physique, mentale et morale. La Sainte Vierge, qu'est-ce que c'est? C'est la mère totale, qui ne vit que par son enfant, et qui en même temps ne perd jamais rien de sa pureté originelle, qui est la pureté de la nature. La Sainte Vierge, c'est aussi celle qui nous protège éventuellement contre nous-mêmes, comme notre mère à tous. Les peuples ont toujours prié la Sainte Vierge de façon individuelle à chaque crise, à chaque problème. Et les musulmans qui mettent judicieusement en avant la soumission à Dieu, tout à fait nécessaire elle aussi, adorent comme nous la mère de Jésus, dans les mêmes sanctuaires que nous. Ils font des pèlerinages à Fatima, au Portugal, à Éphèse, en Turquie, à la Maison de la Vierge, à Rocamadour, en France, pour prier la Vierge Noire, c'est-à-dire Notre-Dame l'originelle, celle qui nous est arrivée depuis les traditions égyptiennes. Tout cela est très puissant. Et il faut ajouter un détail qui n'en est pas un. Dans la langue arabe, il y a une sacralisation qui rend indissociables les notions d'entrailles féminines et de miséricorde divine. C'est ce qui est prononcé dans la langue du Coran, dans l'invocation rituelle d'introduction à toute prise de parole, Bismillah al-Rahim. Chez les chiites, la mère du Christ a encore un autre statut, celui de révolutionnaire. Pour eux, elle est celle qui a formé Jésus, qui lui a donné sa force pour abolir le règne de la vanité et du mensonge. Et elle mérite aussi à ce titre toute notre adoration. Enfin, pour les Africains, le monde entier repose sur la trinité que constitue la famille, père, mère, enfant. 3 personnes en une. C'est le modèle des pyramides. C'est inébranlable pour les siècles des siècles. Ça, c'est l'apport spécifiquement africain, de nous ramener à cette géométrie fondamentale. Bon. Alors, mais comment soulager les couples qui souffrent vraiment de problèmes médicaux pour avoir des enfants et qui sont de plus en plus nombreux? Apprenons d'abord à nos enfants qu'il faut avoir des enfants quand on est jeune, au lieu de tout faire pour les en dissuader. Je signale par exemple qu'Alliance Vita a publié une brochure réclamée par les services sociaux pour faire connaître aux jeunes mamans les aides auxquelles elles ont droit. Personne dans nos gouvernements successifs, nos ministères de la Santé, n'avait eu l'idée de faire ça. Développons des politiques familiales et natalistes en ce sens, et déjà au niveau
de l'entraide familiale entre générations. Nous pouvons faire mieux. Le taux de réussite d'une PMA, d'une FIV, est ridiculement bas, de l'ordre de 15%. Et ça coûte très cher à la sécurité sociale. Ça suppose de longues tortures pour la femme, avec anesthésie générale pour l'extirpation de ses ovocytes, entre autres. Or, il y a d'autres thérapies qui ont un taux de 50% de réussite, mais qui évidemment n'engraissent pas les labos et les as du viol à froid sous prétexte de progrès, du viol in utero. Pour en savoir plus sur ces alternatives thérapeutiques, allez sur le site d'Alliance Vita ou de la fondation Jérôme Lejeune. Ils ont publié des choses remarquables. Sur le court terme, il faut agir tout de suite pour démanteler les sophismes. Le forum sur la révision des lois de bioéthique a permis de constater que les pro-PMA GPA pour tous n'ont aucun argument à opposer à la loi naturelle. Libération l'a avoué, dépité, en disant « Oh, les cathos ont confisqué le débat ». Évidemment, si les autres n'avaient rien à dire pour répondre aux cathos, c'était évident que ça se passerait comme ça. Dès le début, tout le monde avait compris pourtant que le débat serait biaisé, car les questions posées au public l'étaient. Et maintenant qu'on connaît la méthode Macron, on sait ce que ça veut dire le débat citoyen. C'est comme s'il nous disait « C'est la récré, vous avez le droit de vous égosiller tous en chœur ». Et puis après, la sonnerie va venir clore le débat. Maintenant, c'est moi qui fais ce que je veux, comme je l'avais annoncé depuis le début d'ailleurs, c'est-à-dire juste le contraire de ce que vous voulez. Pourtant, les honnêtes gens ont joué le jeu dans cette affaire de forum sur Internet et dans les réunions publiques. Et s'exprimer, c'est déjà trouver de la force en soi et la montrer. Et montrer qu'on va continuer à s'en servir de cette puissance libre de la Vox Populi, que les anciens appelaient Vox Dei, voix du peuple, voix de Dieu, voix du réel, tout simplement.